et à tous, merci. Pardon, bien que vous. Merci pour vos applaudissements donc pour Jean Zibert qui nous rejoint. Autant vous dire, on s'est mis d'accord tous les deux. On a décidé il y a quelques jours d'avoir un rhume et une grippe le même jour tous les deux. Lui tous, moi j'éternue. Donc on va essayer de faire un duo sympathique et vous nous excusez, surtout lui, en tout cas, pour ces éventuels petits désagréments. Merci Jean d'être là, ça nous fait très plaisir. Je crois que on ne compte même plus les rendez-vous à la librairie Québec. Il y en a eu tellement. Puis là, pour un livre qui s'appelle Chemin d'espérance et qu'on va gagner, parfois perdu, mais que nous remporterons ensemble. Lui seul, le titre exprime bien des choses. Les gens, je voudrais, une fois n'est pas coutume, commencer par une petite lecture. Là, tu n'étais pas au courant, là. Donc tu vas être surpris. Tu vas, j'espère, apprécier. Je vais commencer par une petite lecture, et une fois n'est pas coutume. Cette lecture, on va commencer par la fin du livre. On n'a pas le droit de faire ça, normalement, quand on fait ce que je fais, mais là, c'est une formidable introduction pour le livre. C'est quelques lignes. Selon le rapport de la commission d'enquête américaine, 2973 personnes, y compris des pirates, issus de 62 nationalités différentes, ont perdu la vie le 11 septembre 2001 lors des attaques terroristes contre les tours du World Trade Center à New York et contre le Pentagone à Washington. Cette effroyable tragédie, le spectacle atroce du drame vécu dans les Twin Towers, ont fait le tour du monde, bouleversé des centaines de millions de téléspectateurs, suscité le déclenchement d'une guerre, celle des États-Unis contre l'Afghanistan. Le même jour, le 11 septembre 2001, le même jour, selon les chiffres de l'ONU, 35 000 enfants en dessous de 10 ans sont morts de faim ou de sous-alimentation. Ce jour-là, dans le tiers-monde, 156 368 personnes sont mortes de la tuberculose, du sida, de diarrhée, de maladies infantiles, de la malaria, de la lèpre, d'infections respiratoires, etc., etc. Comme chaque jour de chaque année, ce meurtre de masse n'a provoqué aucune émotion. C'est la fin du livre, quasiment, c'est dans les dernières pages du livre, et si j'ai lu cet extrait, c'est qu'il donne le ton. Ce livre est pour ceux qui ont lu des précédents ouvrages, nombreux, ceux qui les ont lus avec attention, va apporter une formidable perspective à toute une vie entière consacrée à lutter contre les injustices. Et ce rapprochement assez extraordinaire, c'est ce propre mot, entre les chiffres les plus statistiques montre que jamais tu ne peux résigner à ce que la vérité ne surgisse pas. Et ça, je trouve ça personnellement formidable. Alors, je vous remercie infiniment d'être là. Je m'excuse de m'avoir enroué. Je remercie mon ami M. Fournier. Je t'appelle monsieur. Sérieux. Allez. Je remercie François Wolfermann et la direction de cette magnifique, superbe librairie. Et je vous remercie à vous, qui malgré le froid, venez discuter avec moi, ce qui pour moi est essentiel, évidemment, de connaître vos avis, vos critiques, et de mener la discussion pendant un quart d'heure, une demi-heure, après notre échange. C'est comme ça qu'on va faire. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comment on va faire? C'est lui le chef. C'est lui le chef. Donc, la base, c'est ce livre qui est fortement autobiographique, qui retrace mes combats souvent perdus, parfois gagnés, mais qu'il s'agit, et ceux qu'il s'agit maintenant ensemble de remporter, au sein des Nations Unies. J'étais pendant 8 ans rapporteur spécial du droit à l'alimentation, pour le droit à l'alimentation pendant 8 ans, aux Nations Unies, et ensuite, maintenant, je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, où le double langage de l'Occident fait des ravages. Voilà. Fortement autobiographique, forcément, je raconte ce que j'ai vu. Je peux tenter d'autres mots. Voilà. Ce que tu as vu, ce que tu as analysé, il y a des portraits d'hommes politiques, certains très connus, d'autres un tout petit peu moins, mais qui ont tous marqué des étapes importantes dans ta vie, et surtout une charge, encore une fois, formidable,
contre toutes ces injustices que nous vivons. Quand je lis, par exemple, dans ce livre, ça aussi c'est à noter, aujourd'hui, 85 personnes ultra riches possèdent un patrimoine supérieur aux avoirs cumulés de 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Hein, ça fait réfléchir les statistiques. Pareil, toute ta vie, tu t'es confronté à ces réalités d'un monde, toute ta vie tu les as combattues, au point d'ailleurs d'avoir été mis à l'index dans pas mal de pays du monde, à commencer par le tien d'ailleurs, en Suisse, quand on dit Jean Ziegler, ils vendent des livres en Suisse, Jean Ziegler. Hein. Il y a même un film sur sa vie qui est diffusé, voilà. Mais les Suisses, quand on leur parle de Jean Ziegler, ils ne sont pas très à l'aise. Pas le peuple, hein, l'oligarchie bancaire. Oui, c'est vrai que je voulais faire une remarque d'histoire. Au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, la boucherie effroyable, les nations victorieuses ont pris une décision à San Francisco, en juin 1945, on dit on va faire un monde nouveau. On va créer une organisation mondiale qui impose à cette planète un monde avec 3 tâches immédiates: éliminer la misère, la destruction des hommes par la misère, assurer à chaque être humain sur cette terre la protection des droits de l'homme, et ensuite bannir la guerre, créer un système de sécurité collective. Cette organisation a 71 ans maintenant, elle est par terre. Vous regardez l'horreur de la Syrie, actuellement, pour prendre que cet exemple, ce carnage des hommes, ce qui nous sépare des victimes, c'est le hasard de la naissance, hein, c'est absolument rien d'autre. Des hommes, des femmes, des enfants, comme nos familles, sont massacrés par les bombes, sont torturés à mort dans un des pays les plus anciens du monde. C'est un pays extraordinairement riche en culture, etc. Massacré, le massacre depuis mars 2011 jusqu'à maintenant, 6 ans, un massacre. Il n'y a pas un casque bleu sur aucune ligne d'armistice pour protéger la population. Il n'y a pas un corridor humanitaire que l'ONU aurait fait pour désenclaver et amener de la nourriture, des médicaments et de l'eau aux 41 villes qui sont encerclées, affamées, certains depuis 2 ans. Il n'y a aucune interdiction pour les bombardiers de voler, de bombarder, de massacrer les villes, les villages de ce pays. Absence totale des Nations Unies. Pour une raison, là c'est le veto russe qui les empêche, on y viendra tout à l'heure au veto. Mais autre chose s'est passée depuis 1945 qui explique en profondeur cette extraordinaire dégénérescence, cette dérédiction de ce rêve formidable que De Gaulle, Churchill, Roosevelt ont mis au monde, ont mis en institution. C'est que depuis la fondation, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fondation des Nations Unies, la société planétaire secrètement a changé. L'État national perd chaque jour de sa capacité normative, sa souveraineté, pour aller vite, perd cette souveraineté, et il est né sur cette planète une oligarchie, un capital financier globalisé, très mince oligarchie, mais qui a un pouvoir énorme, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, et qui impose aux États nationaux, et donc aux Nations Unies, puisque les Nations Unies, 193 États, tous les États du monde font partie des Nations Unies, sauf le Vatican, mais là on n'a pas besoin, vraiment pas besoin. Et donc l'État national est mis sous tutelle, même les plus puissants. La France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, satellisés par la tyrannie, par la dictature planétaire de ces minces et très très puissantes oligarchies du capital financier globalisé. Je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres ce soir, mais je donne 2 ou 3 chiffres simplement pour tracer le champ de réalité. 1% de la population du monde aujourd'hui a autant de fortune que 99%. Ou le chiffre qu'a donné tout à l'heure, les 85 plus puissants
milliardaires, individus, plus puissants milliardaires du monde, 85 personnes dans le monde, ont autant de fortune que 3,5 milliards, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité. Le dernier chiffre, l'année dernière, c'est la Banque mondiale qui le dit, annuel de la Banque mondiale, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de l'industrie au service, à la banque, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé 52,8% du produit mondial brut. Le produit mondial brut, c'est toutes les richesses produites en une année sur la planète, marchandises, capitaux, services, brevets, etc. 52% de toute la richesse de la planète l'année dernière a été contrôlée par 500 sociétés transcontinentales infiniment riches, qui fonctionnent, qui savent faire beaucoup de choses, c'est vrai, il faut dire. Ils contrôlent ce qu'on appelle le savoir problématique, c'est-à-dire le progrès scientifique, technologique, électronique. Dans les laboratoires de Bâle, chez Novartis, etc., il y a une nouvelle molécule qui naît tous les mois. À Wall Street, un nouvel instrument financier tous les 15 jours. Il y a une vitalité, un savoir-faire évidemment extraordinaire de ces sociétés transcontinentales, mais elles ne fonctionnent, ce qui est tout à fait normal, exclusivement selon le principe de la maximisation du profit. Entre eux, c'est la guerre à mort, maximisation du profit. Et elles échappent à tout contrôle étatique, interétatique, syndical, parlementaire. Elles agissent totalement sur un espace vide de normativité et de contrôle. Et une dernière remarque pour dessiner rapidement ces dictatures que nous subissons du capital financier transcontinental. Il ne s'agit pas de psychologie. Il ne s'agit pas de dire M. Fournier est gentil, il a l'air. Il a l'air. Il a l'air. Il est gentil. Le président de Nestlé, le plus grand trust alimentaire du monde, Peter Brabeck, l'Autrichien, est méchant. Non. Il est certainement gentil. Je connais un peu Brabeck, parce que je fais du ski, il fait du ski. À Verviers, quand on est enfermé dans une télécabine, forcément, on doit se parler. Ça crée des liens. Les liens, c'est compliqué. Alors, on doit se parler. Télécabine avec le PDG de Nestlé, j'avoue que. J'avoue que l'image est. Il ne s'agit pas de qualifier les maîtres du monde par des définitions négatives ou psychologiques, d'ordre psychologique. Nous sommes confrontés à un système de violence symbolique, de violence structurelle. De violence structurelle. Si je reste avec Brabeck, c'est la 27e, Nestlé, c'est la 27e entreprise du monde, présente dans 85 pays, plus de 400 000 compagnies, et le plus grand trust alimentaire du monde. Si le président de Nestlé n'augmente pas le shareholder value, c'est-à-dire le retour sur capital à la bourse de 15, 20 ou 25% l'année dernière, eh bien après 3 semaines ou 3 mois, il n'est plus président de Nestlé. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez mettre un saint à la tête de Nestlé, eh bien ça revient au même, nous sommes confrontés à un système de violence structurelle et qui a une puissance évidemment économique, financière, idéologique extraordinaire, puisqu'ils procèdent, ils ont réussi, même dans les grandes démocraties comme la France, à aliéner la conscience collective. Le nombre de gens qui, à la fin d'une discussion, me disent « mais qu'est-ce que je peux faire, je peux rien faire », c'est pas vrai. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Ça serait différent si on discutait ce soir à Pékin ou au Honduras, ça serait différent. Mais par là, en Strasbourg, il n'y a pas d'impuissance. La constitution des États républicains occidentaux, de Washington à Londres, enfin c'est pas une république, mais en France, etc., me donne toutes les armes pour introduire, et je donnais des exemples tout à l'heure peut-être, les réformes fondamentales, structurelles, rapides, immédiates,